déjà, tu commences, Marie. C'est bon, on m'entend. Bienvenue pour ce nouveau stream scientifique avec deux nouveaux invités aujourd'hui qu'on n'a pas encore eu sur la chaîne Twitch. On est avec Marion Hazal du comité scientifique Bonjour à tous. et avec Antoine Barcy, Barcy. qui travaille un peu avec Marion, mais je pense qu'on va en parler un peu après. Donc bienvenue sur la chaîne Twitch. Marion, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avec le comité Tout à fait. scientifique de Silver Geek. Pareil, on y reviendra après. Et l'idée aujourd'hui, voilà, c'est de parler pendant un peu moins d'une heure et demie finalement de vos travaux, ce que vous faites. Et forcément, on est sur la chaîne de Silver Geek, donc sur fond de jeux vidéo. Et du coup, on a décidé aujourd'hui d'être sur Lego Star Wars. Pourquoi ce jeu? Alors, moi, c'est un jeu que j'utilise au cabinet. C'est un jeu que j'utilise sur PS2 avec des jeunes patients. Ok. Donc, quand on a réfléchi à quel jeu utiliser, il y a plusieurs jeux qui sont sortis. Donc, voilà. C'est un jeu qui est sorti en 2007. Oui. Voilà, qui date un peu. Est-ce que... C'était un peu l'objectif, de choisir un jeu, un jeu qui était un peu ancien, qui puisse rappeler des choses avec la saga Star Wars, même si on ne connaît pas le jeu, les Lego. Ça fait une double association d'éléments qui peuvent parler à beaucoup de monde, que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés. Surtout que la saga Star Wars a démarré dans les années 70, donc on y perçoit le côté transgénérationnel qui est intéressant. C'est que ça parle aussi bien aux parents qu'aux grands-parents. Le son était pas bon. Non, c'est pas grave. Je parlerai comme ça. Peut-être pour commencer, Marion, te représenter, puis après te présenter ensuite sur la chaîne. Donc, est-ce que Marion, tu peux présenter tes études, ton lien à Silver Geek? Oui, donc moi je suis psychologue clinicienne, comme Antoine, mais ça fait plusieurs années que effectivement je travaillais avec Silver Geek. Donc au départ, un peu comme ça, sur un mode un peu plus, moins officiel, on va dire, avec un intérêt puisque j'étais à l'université de Poitiers, donc on s'était rencontrés à ce moment-là, effectivement. Et puis depuis 2020, on avait mis en place entre 2020 et 2024 une recherche de VISUP qui a été donc une grosse recherche qu'on a menée avec l'université de Poitiers, une recherche financée par la région. Et on a essayé de travailler sur les effets de la compétition de jeux vidéo avec les seniors, de voir au niveau psychologique, à la fois en psychologie sociale avec Catherine Esnard, ma collègue qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a beaucoup participé à cette étude, et en psychologie clinique, quels pouvaient être les effets des jeux vidéo que vous menez, des actions que vous menez dans les établissements EHPAD, etc., auprès des publics seniors, et surtout de la compétition, comme il y en a eu souvent là avec les trophées des seniors. Ok, c'est un bon résumé. Il y avait surtout le colloque de clôture de l'USAF qu'on avait diffusé en novembre dernier, où pas mal de membres du comité scientifique Silver Geek qui étaient intervenus. Tout à fait. Tout est disponible encore sur YouTube. Voilà, ça avait permis de présenter un peu l'action globale de Silver Geek sur différents angles. Comme tu disais, celui de la psychologie, mais aussi celui de la sociologie, l'histoire. Il y avait des enseignants-chercheurs d'histoire STAPS, ouais, c'est ça. qui sont venus. Donc voilà, c'était un bon moment. On avait même eu un chômage cet après-midi entre seniors, puis une table ronde ensuite. C'était une belle journée de discussion. Et puis forcément, là, depuis le début de l'année, on avait Julien qui était là hier avec Jackie, un streamer senior pour échanger. On a eu Gabriel qui est passé aussi. Puis forcément, on a eu un stream aussi au début du mois avec Nicolas, Pauline et Neva. Sur Mario et Sonic et sur Ring Fit. Là, ils sont plus affrontés pour parler un peu de leurs travaux. Et du coup, forcément, dans la continuité, on s'est dit pourquoi pas toi, Marion et Catherine. Donc Catherine n'était pas disponible, du coup, on t'a demandé avec qui tu voulais venir. Et tu as choisi Antoine. Je suis enchanté. Ravi en tout cas de t'accueillir sur la chaîne. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu ce que tu fais? Oui, alors moi je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé particulièrement dans l'enfance et l'adolescence. J'ai une activité en libéral où j'utilise le rétro gaming, donc
J'ai une salle où j'utilise la PS1 et la PS2. Euh, je travaille aussi en protection de l'enfance, dans le comité de protection de l'enfance de Lyon. Et je travaille sur différentes crèches où je suis en observation avec les enfants, je fais des formations auprès des professionnels, auprès des parents, et je fais ce qu'on appelle des APP, des analyses de pratiques professionnelles avec les professionnels de crèche. Ok. Et peut-être on peut rajouter, on Oui. est tous les deux membres experts de l'Open, qui est l'Observatoire Parentalité et Éducation Numérique, où on fait des actions de prévention, formation auprès des adultes. Les parents, les grands-parents, Les grands-parents. les professionnels qui travaillent auprès des enfants et des ados. Et donc là, on essaie d'échanger avec eux pour réfléchir au bon usage qu'on peut faire du numérique. Et donc dans le numérique, il y a les réseaux, tout ça, mais il y a bien évidemment la question du jeu vidéo. Voilà. Ok, c'était ma question, c'était comment vous vous êtes rencontrés, du coup c'est par cet intermédiaire-là ou même avant? Alors, C'est c'était avant. même avant, ouais. Mm. Ça s'est fait pendant le confinement. Pendant le confinement, on était tous chacun de notre côté. Et alors, pour ma part, j'avais commencé à créer une chaîne YouTube avec l'idée de pouvoir rencontrer d'autres professionnels qui utilisaient les jeux vidéo. Et du coup, mon collègue Bruno Berthier m'a orienté vers Marion en me disant tu vas voir, elle est top, tu vas pouvoir discuter avec elle jeux vidéo. Et c'est comme ça on a commencé à discuter, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et on a fait plusieurs sessions avec plusieurs autres psychologues comme Milan Hong, comme Arnaud Silla. Arnaud Silla. Et c'est ce qui nous a amené petit à petit avec l'Open à mettre en place un podcast Ok. qui s'appelle les petites causeries du numérique, sur lesquelles on a pu parler du numérique et Mhm. du jeu vidéo dans sa globalité, de ce que ça pouvait apporter. Alors, moi, pour ma part, j'avais une rubrique qui s'appelait un jeu vidéo en 180 secondes. Donc, c'était expliqué aux parents et aux grands-parents, par exemple, ce qu'était Minecraft, ce qu'est Fortnite. Il y avait un épisode sur les personnages féminins des jeux vidéo qui ont une place majeure aujourd'hui dans les jeux vidéo. Et toi, Marion, tu étais avec Arnaud. Moi, ouais, sur un peu des actus autour du numérique, jeux vidéo et d'autres choses. Enfin, Ok. voilà. Ça marche. Et j'avais aussi l'interview, enfin la geekothèque de l'invité, où justement j'ai eu l'occasion d'interviewer Mijo Oui. aussi, qui est bien connu à Silver Geek. Mm. Et c'était assez intéressant justement sur comment elle pouvait s'adresser aussi aux parents. Par rapport, on avait beaucoup parlé de Zelda, forcément. Son Donc, jeu de prédilection. Ouais. C'est avec Mijo, donc t'es forcément obligé d'avoir un peu de Zelda. exactement. Mijo, qui est quand même forcément bien connu. On est allé chez elle en avril pour faire un stream sur Zelda depuis chez elle. C'était cool, ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Et puis elle a aussi le droit à une petite vidéo sur Brut récemment Mhm. qui lui a redonné de la popularité. Donc elle reste la senior numéro 1 la plus connue du web, je pense, en France Oui. sur ces sujets. Effectivement. Ouais, puis vous avez la série Mijo aux manettes. Il y a qui est Mijo toujours, Manette, oui. Et puis là, on a commencé de nouvelles rencontres aussi avec d'autres seniors. Donc c'est ce qu'on fait sur la chaîne Twitch depuis quelques mois. On les invite donc soit à l'occasion des émissions GG qui sont tous les derniers mercredis de chaque mois. D'ailleurs, mercredi prochain, on a la dernière de l'été qui se déroulera sur la chaîne. Et puis on invite à chaque émission un ou une senior qui vient parler de ses jeux, de ses passions. Et puis pour l'instant, on a eu 4 invités différents et 4 jeux différents. Il y a différents profils. Et on a commencé aussi à faire des interviews chez les seniors directement. Vendredi dernier, on a sorti une interview avec Sylvie, qui elle a 64 ans et elle joue aussi à Zelda. C'est vraiment le truc qui revient à Zelda. Voilà. Et c'était bien parce qu'on a pu effectivement parler avec elle de jeux vidéo et puis des relations qu'elle a avec ses enfants et surtout son petit-fils qui lui a 7 ans et joue à Minecraft. Et du coup, elle lui montre Zelda et lui montre Minecraft. Et comme ça, ils apprennent entre eux. Donc, non, c'était
C'est une belle rencontre. Voilà, le replay est disponible sur YouTube. Et voilà, on a forcément de plus en plus de profils seniors qui se dégagent et qui interviennent, donc c'est très cool. Ah oui, de toute façon, vu que l'âge des joueurs augmente, on a des personnes qui ont commencé à jouer quand elles avaient 20 ans. Aujourd'hui, elles ont peut-être 60 ou donc forcément, voilà, on sait que l'âge moyen aujourd'hui c'est à peu près 40 ans, l'âge moyen du joueur. Donc forcément, il y a des enfants qui jouent, mais il y en a aussi des seniors et seniors très âgés qui jouent et ça c'est chouette. Oui, c'est l'objectif de Silver Geek, c'est de rencontrer ces nouveaux profils. Surtout que, en fait, ce qui nous semble aussi intéressant, et je ne sais pas si toi tu as le même fonctionnement Marion, mais dans les salles d'attente, quand certains grands-parents amènent leurs petits-enfants en consultation, on les voit sur leur téléphone jouer, et c'est toujours intéressant d'interagir avec eux en leur disant que ce sont des gamers aussi, que Candy Crush est un jeu vidéo, même si certains ont du mal à accepter que c'est un jeu vidéo à part entière. Mais c'est intéressant de pouvoir toujours faire le lien avec eux, de pouvoir leur présenter aussi à quoi jouent leurs petits-enfants, et ça leur permet de découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas et sur lequel ils peuvent avoir certaines réticences par moment et certains a priori. Et quand les enfants, par exemple, ils viennent aux séances, du coup, vous jouez avec eux, oui. Mais est-ce que du coup, les accompagnants, donc les parents et les seniors, jouent aussi, ou plutôt ils sont en salle d'attente, ou non, ils sont pas joueurs, eux? Non, donc c'est vrai que ça c'est aussi une particularité, c'est-à-dire que... D'accord ? Faut que tu viennes sur le bouton. Pardonnez-moi, j'ai fait quelque chose de technique par rapport au jeu. Je demande à Marion de venir sur un bouton, il faut que tu descendes, Marion. Ah oui, pardon. C'est pas facile l'exercice de jouer, de parler de ce qu'on fait peut être compliqué. On a vu que ils se sont posés pendant 5 minutes. Je dois finir d'expliquer ce qu'il y a à dire. C'est ça. Et après, on continuera. Non, donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le jeu vidéo, on peut l'utiliser dans les thérapies avec des enfants, des ados ou même des adultes d'ailleurs. Mais c'est pas forcément un outil qui est quand même utilisé aujourd'hui par tous les psychologues. Enfin, ça reste quelque chose qui est quand même une particularité, une spécificité, même si en France on voit qu'il y a un petit peu plus de psychologues qui l'utilisent. Au final, on voit bien que c'est pas... Enfin, moi je sais quand j'ai commencé à utiliser, ça doit faire 20 ans à peu près, et je m'étais dit, plus on va avancer, plus les personnes, les jeunes psychologues seront habitués à avoir en main des jeux vidéo, etc. Et donc ça va devenir quelque chose de très courant dans les médiations. Et en fait, pas tant que ça. Donc il n'y a pas eu vraiment un renouveau. Autant on peut voir peut-être dans les maisons de retraite plus de seniors qui arrivent et qui sont joueurs. Mais du côté de l'utilisation en psychothérapie, c'est pas forcément, on voit pas forcément ce grand changement. Donc il y a bien sûr des personnes qui sont intéressées et qui pratiquent eux-mêmes les jeux vidéo et qui donc se disent tiens, pourquoi on peut pas l'utiliser comme outil aussi pour travailler plein de choses. On pourra reparler peut-être de ça, mais donc effectivement on utilise, mais plutôt dans les thérapies individuelles, ou en tout cas, moi j'utilise en individuel, ou j'utilise parfois avec des fratries pour travailler justement dans des jeux collaboratifs et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas utilisé en famille directement. Après on peut parler, moi en tout cas dans ma pratique, je peux parler avec les parents de ce qui s'est passé pendant les parties, etc. On peut parler de ce qui se passe à la maison quand l'enfant ou l'ado joue, mais j'ai jamais fait directement comme une séance familiale. Mais voilà, parce que globalement c'est pas dans ma pratique, mais ça pourrait tout à fait être le cas. Moi, pour ma part, je l'ai déjà utilisé une fois avec un jeune qui devait avoir 8 ou 9 ans avec son papa, sur lesquels les liens ces derniers temps étaient très compliqués parce qu'il y avait une question de séparation entre les parents. Et on avait travaillé en amont avec le jeune patient, et il avait eu une demande de pouvoir affronter son père sur Street Fighter.
Donc c'était symboliquement c'était très intéressant. Alors malheureusement le père avait quelques heures de jeu derrière lui. Donc ça a été intéressant parce qu'en fait au lieu d'être dans juste on va se taper dessus, il y avait quelque chose d'un apprentissage et en fait le père est re-rentré dans un système de tiens j'ai joué moi pendant un certain temps avec Blanca. Tiens, je vais t'apprendre comment jouer, comment avoir certaines techniques secrètes. Tiens, tu pourras faire ça sur les prochaines parties avec Antoine, comme ça. Et en fait, il y avait une idée après de transmission qui s'établissait et c'était ça qui était le plus intéressant. Et ça a permis de recréer du lien. Et je tendais l'oreille un peu après dans la salle d'attente et je les entendais en parler, en rigoler. Et c'était vraiment le but recherché. Et le fait d'avoir vu mon patient avec un si gros sourire à la sortie de ce rendez-vous alors qu'on sentait qu'il y avait une grosse tension par rapport à cette séparation, c'était très intéressant. Et est-ce que vous êtes sur tous les jeux, tout type de jeux? Est-ce que c'est en fonction des demandes ou est-ce que vous avez plutôt un panel de jeux, une boîte avec 10-15 jeux et vous dites c'est ceux-là qu'on va utiliser? Alors moi j'ai une giga bibliothèque à la fois donc à l'heure actuelle j'ai la Switch en console plus ordi avec Steam, donc j'ai plein de jeux que j'ai jamais utilisés parce que en fait quand je vois des jeux qui me plaisent qui me plaisent au niveau beaucoup des graphismes, de l'histoire, et que ces jeux ils sont soit en promo, soit des jeux gratuits à certains moments et tout. Du coup, bon, je les mets dans la bibliothèque, comme font plein de gens, mais avec cette visée, c'est pas que pour jouer moi, c'est aussi en pensant aux patients. Donc c'est vrai que quand ils regardent la bibliothèque, souvent il y a tout ça. Après, c'est vrai que souvent, moi, je propose, ça peut m'arriver à certains moments de voir avec eux ce qu'ils veulent choisir, mais souvent je propose au moins un petit panel de jeux dans lequel je dis on va choisir entre ça et ça parce qu'il faut que ça ait du sens. Pour moi il faut que ça ait du sens par rapport à ce qu'on va travailler, c'est-à-dire c'est pas une séance de psychothérapie, c'est pas quand on est le mercredi au centre d'animation où là on s'en fiche un peu, on s'en fiche. On peut faire n'importe quel jeu, on ne cherche pas à travailler quelque chose en particulier. Donc là il y a vraiment l'idée, par exemple, pour certains, je vais plutôt être sur des jeux justement de coopération, comme on peut faire là. Pour d'autres, ça va être plus des jeux d'affrontement. Pour d'autres, ça va être des jeux où il va falloir qu'ils fassent des choses un petit peu de logique ou au niveau de la motricité. Selon les jeunes, je vais avoir des choses un petit peu différentes. Et je parlais de la motricité, voilà. Donc voilà, il y a à chaque fois quand même quelque chose qui va être réfléchi dans le choix que je vais proposer. Après, ils peuvent à l'intérieur choisir un petit peu ce qu'ils veulent, mais ça peut être à certains moments aussi, on joue avec eux en coop, à certains moments on joue contre eux en opposition, comme on peut le faire avec d'autres jeux, des jeux de société, etc. Aussi. Et puis à d'autres moments, ils peuvent jouer eux de leur côté et on regarde, on commente, et ça c'est tout aussi intéressant. Si tu me pousses en plus. Et Marion me pousse en plus, donc. Je suis bloqué, je tombe. Faut que tu avances, je pense. Et du coup, dans ces jeux, il y a Lego Star Wars. Que toi tu utilises en fait, tu utilises toi Marion ou Moi je l'avais utilisé au tout début quand j'avais la Wii U et puis la Wii U elle a sur la droite, rendu l'âme. Oups. Et donc en fait à l'heure actuelle non j'utilise pas. C'est bon. Après c'est vrai que Antoine, il est beaucoup sur les jeux. Moi je l'ai encore utilisé hier donc. Et pour quelle raison, peut-être pour expliquer le jeu à ceux qui ne le connaîtraient pas. Moi par exemple j'y ai jamais joué donc je le connais pas. Alors l'idée de Lego Star Wars c'était vraiment le premier point que je cherchais, c'était vraiment le côté coopératif, de pouvoir jouer ensemble. Il y a cette idée que
on peut pas avancer sans l'autre et que il y a quelque chose d'assez symbolique. Le personnage que joue Marion, c'est le maître Jedi et le personnage que je joue est le Padawan. Alors moi, quand je joue, généralement, j'aime bien inverser, c'est-à-dire que le ou la jeune qui joue sur Lego Star Wars va être le maître Jedi et moi, je suis le Padawan, je le suis. Donc c'est à l'enfant de choisir comment il veut jouer. Parce que ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que finalement, on a chacun une façon de jouer qui est différente. C'est-à-dire qu'on a le même jeu, mais quand on va regarder une partie, ce sera complètement différent. Parce que, comme j'ai eu hier, j'ai un jeune qui me volait toutes mes pièces parce qu'il voulait avoir toutes les pièces à la fin, alors que les pièces sont redistribuées à la fin et dans une espèce de pot commun. Il y a certains jeunes qui vont vouloir être sur des jeux, faire du 100% absolu. Il y en a qui vont vouloir faire des speedruns et être le plus rapide possible. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Et j'ai ressorti Lego Star Wars parce que j'ai surfé un petit peu sur la vague Fortnite. Parce qu'il y avait une saison bonus Fortnite avec Star Wars. Ça m'a permis de remettre ça un petit peu en avant, sachant que dans ma gaming room, il y a plusieurs pop, plusieurs goodies des années 80-90 en lien avec Star Wars. Et généralement, j'essaie toujours de faire un petit lien avec ce côté geek, avec ce côté lien à la culture. Et ce petit clin d'œil que Fortnite a fait à Star Wars était intéressant parce que ça nous a permis de faire redécouvrir ou faire découvrir à des enfants la saga Star Wars qui date quand même aujourd'hui, sur les premiers épisodes 70 et les derniers repris par l'univers Disney. C'est intéressant parce que finalement c'est les parents qui reprennent un petit peu le pouvoir entre guillemets de tiens, je vais te faire voir quelque chose que moi j'ai déjà regardé quand j'étais plus jeune, ou alors avec leurs parents peut-être parfois. Avec leurs parents souvent même. L'idée c'était vraiment de recréer du lien avec leurs enfants et pour certains même avec les grands-parents, et ça a permis d'ouvrir une porte parce que les parents se sont dit bah tiens, on a été vers du Star Wars, maintenant on peut aller vers du Retour vers le futur, on peut aller vers du Ghostbusters, on peut, pour ceux qui sont un peu plus en lien avec la pop culture, avec le Seigneur des Anneaux, et ça a créé du lien, et j'ai même des jeunes qui commencent à lire du Tolkien pour pouvoir parce qu'ils ont aimé l'univers, et c'est ça qui est intéressant, et c'est un petit peu ce que Marion avait décrit, on est sur une nouvelle mode qui est le rétro-watching, où les familles créent de plus en plus de liens par cette pop culture avec leurs enfants, et on l'a dans certains jeux, ce lien qui est possible de redécouvrir des vieux personnages comme Lara Croft qui ont évolué, des vieux jeux comme Doom. C'est des jeux que les parents ou les grands-parents ont joué eux quand ils étaient plus jeunes et qui réexistent encore aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que de toute façon, le jeu vidéo évolue sur certains plans, mais sur d'autres plans, il avance pas tant que ça parce qu'on reprend des sagas qui ont déjà existé et qui ont très bien fonctionné. Parce qu'on sait que, comme tu l'as dit tout à l'heure à Marion, la grande majorité des joueurs sont des adultes. Et c'est vrai que là aussi, par rapport au choix aujourd'hui du jeu, on avait, il y a 2 ans, en 2023, avec l'Open, l'Observatoire Parentalité et Éducation Numérique, on avait donc fait une grosse étude, et Antoine avait participé, avait fait des entretiens aussi, sur les stratégies familiales face aux plateformes de vidéos, voir comment en famille on s'organise. Donc en famille, c'est les fratries, donc les enfants, les jeunes eux-mêmes, mais c'est aussi parents-enfants, c'est aussi grands-parents-enfants, parce qu'il y a des histoires, des périodes de vacances, tout ça. Donc on a vraiment interrogé les parents, les enfants, les ados, séparément, et puis tous ensemble, et ça c'était super intéressant de voir comment ils pouvaient expliquer comment ça se passait quand ils étaient tout seuls, et ensuite en étant en famille dans les entretiens. Et ça, on a vraiment, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément, qui est ressorti. C'était
que les parents, très souvent, ils disaient à leurs enfants, on va vous montrer des films, des séries, des animés aussi, des dessins animés, qu'on a vus nous quand on était enfants. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que ça les remet en lien avec des médias qui sont parfois, à certains moments, ils peuvent dire, oui, un ado par exemple, tu regardes trop la télé, mais tiens, on va regarder ensemble telle chose. Et par rapport aux jeux vidéo, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, tu joues trop aux jeux vidéo, mais si finalement on se met à jouer à un jeu vidéo que l'on jouait aussi en borne d'arcade quand on était jeune, ou avec des copains, Tekken, Street Fighter, comme tu disais tout à l'heure, ça dédramatise un peu le truc, de se dire oui, finalement on peut aussi rigoler, partager un moment, et ça vient dédiaboliser aussi ça, la pratique, quoi, ou certains jeux. Donc il y avait vraiment quelque chose comme ça d'intéressant dans cette idée là du rétro watching ou du rétro gaming, c'est-à-dire même phénomène autour du jeu vidéo. Il y a beaucoup de parents qui ressortent de toute façon leurs anciennes consoles et qui aiment montrer aussi l'évolution des jeux. On a parlé tout à l'heure de Zelda. Quand on pense à Zelda, on a tous une image particulière de son jeu Zelda. Pour les plus jeunes sur la Switch, ça va être Breath of the Wild ou, ah oui, pour les plus jeunes, oui. Nouvel opus, mais pour les plus âgés, ce sera Past of Link. Il y a plusieurs jeux, que ce soit sur Game Boy, que c'est pu être sur d'autres consoles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on a tous une image de Zelda, on a tous une image de Mario, et quand on arrive à discuter avec les parents, quand les parents arrivent à discuter avec les enfants, il y a une espèce de transmission qui se fait et on se rend compte de plus en plus, et même si on le savait, que le jeu vidéo est un objet culturel extrêmement intéressant et important. Quand on regarde les chiffres, c'est quand même le jeu vidéo qui a surdépassé le cinéma en termes de culture. C'est un média aujourd'hui qui rapporte énormément d'argent, qui est très présent dans les foyers. Donc il faut, et en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de discuter avec les parents, avec les grands-parents aussi, c'est que en fait le jeu vidéo doit réunir. Alors, moi symboliquement je l'ai avec le rétro gaming, c'est-à-dire que quand on joue aux jeux vidéo, ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce cordon ombilical qui nous rattache à la console. Donc on ne peut pas être chacun de son côté, on est vraiment reliés l'un à côté de l'autre, et ça nous renvoie à des souvenirs du passé où quand on jouait, on était les uns à côté des autres, et on pouvait voir en direct l'émotion de son camarade avec qui soit on était en train de le battre, ou alors on était en train de dépasser une mission qu'on avait eu du mal à finir. Et ce côté-là, il est intéressant parce que quand on joue aux jeux vidéo, c'est vraiment le côté être avec l'autre. Et je pense que le fait en tout cas pour ma part, d'avoir utilisé les jeux vidéo dans ma pratique professionnelle, c'était vraiment le lien. Parce qu'on a pléthore de psys qui utilisent les Playmobil, les Lego, oui, depuis très longtemps, les Capla. Et en fait, le jeu vidéo n'est qu'une extension, et on en a discuté plusieurs fois. Moi j'ai un amour particulier pour Winnicott, qui a parlé du jeu, et finalement quand on se dit Winnicott aurait été si Winnicott avait été là aujourd'hui, il aurait joué sur Switch certainement avec ses patients. Ouais. Ça rejoint un peu parce que tu parlais à Devise Up, que les seniors par exemple qui participent aux ateliers, ce qui était le plus important, c'était les jeunes qui venaient pour faire le lien et de jouer ensemble. C'était pas nécessairement de gagner la compétition, c'était juste jouer pour avoir du monde. Donc voilà, c'est la continuité. Et on le voit de toute façon aujourd'hui avec la part du stream, quand on regarde le nombre de personnes qui regardent les live Twitch, c'est que au-delà même de jouer directement, il y a ce côté je me renseigne, je crée une communauté, on est plusieurs à discuter, et en fait le jeu vidéo réunit, et c'est ça qui est le plus intéressant et le plus important, et c'est ce qu'il faut percevoir aujourd'hui, c'est que au-delà de diviser, alors il y a eu beaucoup de discussions autour
du jeu vidéo rend violent, les jeux vidéo abrutissent les enfants. Non, au contraire, il y a de nombreuses études qui démontrent que les jeux vidéo ont un intérêt cognitif pour les enfants, et aussi il y a beaucoup d'études qui ont démontré aussi pour les seniors, hein, que les jeux vidéo permettaient au niveau de la matière grise de pouvoir maintenir un niveau Ouais. qui était Et assez élevé. les préjugés, on les a eus quand on a fait l'étude, et puis à Silver Geek, voilà, vous êtes confrontés aussi à ça, c'est-à-dire des personnes qui disent mais pourquoi vous voulez rendre addicts les seniors en maison de retraite, ils ont déjà assez de problèmes comme ça, voilà, comme si l'objectif, c'était comme si dès qu'on joue aux jeux vidéo, forcément il y avait un problème d'addiction. Déjà on voit que c'est grandement débattu et que finalement même chez les plus jeunes, l'addiction, il n'y en a pas tant que ça réellement. Les addictologues, ils montrent bien que le pourcentage de joueurs qui sont addicts, il n'est pas si important que ça, autour d'1%, donc c'est vraiment très faible. Par contre, dans les représentations, si vous allumez la télé, vous regardez voilà, les médias, vous allez voir tout de suite le jeu vidéo qui va être associé à des choses quand même très négatives. Donc voilà, c'est pour ça c'est important de se rendre compte aussi qu'il y a plein de jeux. Alors voilà, le jeu qu'on est en train de faire, on est en train de démolir des Legos, c'est quand même pas ultra violent. Et aujourd'hui, dans le panel de jeux qui existent, souvent quand on pense jeux vidéo, on pense à certains jeux qui sont des jeux un petit peu, on va dire, classiques, les jeux dont on entend le plus parler, qui sont souvent les jeux qui coûtent le plus cher. Mais comme dans le cinéma, quand on entend parler que des Marvel ou des comics, ou voilà, de certains jeux hyper importants, économiquement, financièrement. Or, on voit bien, on peut aussi aller dans un cinéma d'art et d'essai et voir un film qui n'a pas coûté grand-chose, qui a été fait par une petite boîte de prod. Et en fait, sur les jeux vidéo, c'est pareil. Et aujourd'hui, par rapport à des adultes, à des parents, à des grands-parents, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de pouvoir, avec des jeunes, leur proposer des jeux qui sont pas du tout dans le même style que les jeux auxquels ils jouent un peu plus classiquement. On peut penser aujourd'hui Fortnite, par exemple, League of Legends, je sais pas, des jeux, pardon, des jeux C'est très gentil ce que tu me fais là, Marion, quand même. C'est difficile. Elle me tape dessus, il faut dire. Pas regarder qui c'était. Donc voilà, c'était pour dire qu'il y a aujourd'hui vraiment des jeux qui sont extrêmement beaux, des jeux qui sont assez contemplatifs, très narratifs, avec des histoires où il n'y a pas du tout un objectif, où on est dans l'objectif comme dans le conte. Et dans Zelda, c'est pour ça aussi que Zelda il plaît beaucoup aux adultes. C'est le conte. Il y a un héros qui doit sauver le monde, aller sauver la princesse, réaliser des missions, etc. Surtout que le jeu s'appelle Zelda et que le personnage c'est Link. Ouais. Donc c'est finalement le personnage principal n'est même pas le personnage principal, Link. C'est la princesse. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est intéressant d'aller fouiller un petit peu dans des choses qui existent, dans les jeux vidéo indés aussi, où il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que quand on arrive à accrocher des enfants qui n'ont pas l'habitude du tout de ces jeux-là, et c'est pour ça que c'est intéressant de pas seulement leur demander à quoi tu veux jouer, parce que sinon ils vont toujours nous demander de jouer au même jeu. Tiens, t'as Fortnite, on va jouer à Fortnite, t'as Fall Guys, on va jouer à Fall Guys, etc. Et de dire tiens, on va essayer ça c'est intéressant. Et après quand ils expliquent, moi je trouve toujours chouette quand à la fin d'une séance il y a une mamie qui vient chercher son enfant et qui lui dit on a joué à ce jeu, je le voudrais maintenant, et que c'est un jeu qui est un jeu tout tranquille, narratif, donc ça permet aussi à des personnes qui sont pas gamers de se rendre compte aussi, d'accord, tu montreras, oui c'est ça, il a l'air bien ton jeu, donc voilà, on est vraiment dans du partage, à la fois soit le partage de jeux directement, soit des partages d'échanges, de discussions, comme on peut voir, avec Silver Geek, c'est vrai que ça c'est peut-être le point sur lequel on en avait déjà discuté, où on voit que les échanges qu'il y a entre les grands-parents ou les arrière-grands-parents parfois et leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants,
ça va être davantage autour de la compétition qu'on va avoir des échanges, mais qu'il y a moins d'échanges. En tout cas, moi, quand j'ai fait les entretiens avec les seniors, il n'y en a pas qui m'ont dit tiens, mais mon arrière-petit-fils est venu avec sa Switch et on a joué ensemble samedi après-midi à la maison de retraite. Voilà, on n'a pas encore des choses comme ça qui se développent trop, mais après, je pense que c'est peut-être un challenge. Ça aussi, commence à arriver progressivement. Par voilà. exemple, en Bretagne, cette année, l'équipe qui a participé l'année dernière à la finale nationale a découvert le Switch Bowling en fait en 2024. Et à la fin de la finale nationale, elles vont donc toutes les joueuses, alors c'est pas des seniors très âgés non plus, c'est encore des seniors autonomes, mais donc 65-70 ans, elles ont tous acheté une Switch, différents jeux, pour jouer avec leurs petits-enfants Ouais. et du coup découvrir d'autres jeux au-delà de ceux qu'elles avaient découverts pendant les ateliers. Et il y avait une volonté effectivement de découverte et de Et découverte de partager, familiale. Elles ont découvert entre amis au centre, du coup c'était un centre social, mais au centre social le jeu. Et l'idée ça leur a tellement plu que maintenant Ouais. l'idée c'est d'aller faire ça avec la famille. Et du coup elles ont joué forcément aux jeux classiques, les Ouais. Mario, les autres jeux de Switch. Mais au moins elles ont découvert d'autres jeux que le bowling ou Mais c'est vrai qu'on n'est pas les jeux de tout base. à fait sur le même public Ouais. que ceux qui sont en institution. Déjà il n'y a Là, pas c'est la question nécessairement des de visites. console. Ouais, voilà, c'est Il n'y a ça. pas nécessairement de console là-bas, souvent c'est la console qui vient à eux avec les jeunes et du coup il n'y a pas nécessairement quand il y a du temps libre, la console n'est pas là pour découvrir un jeu, donc mais peut-être Ouais, qu'à c'est l'avenir ça viendra. On sait qu'on a quelques structures qui ont commencé à acheter leur propre Ouais. console parce que les seniors étaient demandeurs de plus d'un entraînement par Ouais. semaine, puis surtout quand ils gagnent la compétition, vu qu'il y a l'étape d'après, il faut veulent pas, s'entraîner. ouais. Ça, c'était vraiment très important dans la recherche. On voyait bien quand justement les activités Silver Geek avec les services civiques qui viennent donc, de octobre à avril, enfin jusqu'à la compétition à Paris avec non à Poitiers là avec À la Gamer la Assembly. Gamer Assembly, voilà. C'est vrai que moi, quand j'ai fait des entretiens, il y en a qui disaient mais oui, mais c'est pas juste parce qu'il y en a certains dans un établissement, ils ont des consoles, nous on n'a plus personne, on peut pas s'entraîner, on va perdre notre niveau. Enfin, voilà, on voit bien que il y a vraiment ce côté de divertissement, bien sûr, mais ça va au-delà. Il y a quand même quelque chose chez les seniors qui participent. À la fois, oui, on passe un bon moment, on s'amuse, ils disent bien, mais quand même, il faut aussi arriver à maîtriser cette manette, cette console, maîtriser le jeu et performer. On voit bien que la question. Bien sûr que. En premier lieu, ils nous disaient tous, oui, même si on gagne pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est de s'amuser. Mais quand même, c'est bien qu'on gagne. Donc, on se sentait bien, voilà. À la fois, c'est des adultes, ils ont vécu plein de choses dans leur vie, donc ils vont pas s'effondrer s'ils perdent. Mais il y a quand même, il fallait tout mettre de côté pour gagner. Ce côté compétition qui revient, qui devient intéressant. Ouais, c'est ça. Oui. Et ça, c'est vraiment une particularité de Silver Geek, c'est-à-dire que c'est pas juste un atelier dans des établissements, que ce soit pour des seniors qui sont en institution ou dans les maisons de quartier, etc., centres sociaux. Il n'y a pas que ça, c'est aussi... ça se termine par la compétition. Il y a l'objectif de compétition, c'est pas uniquement apprendre à servir des outils numériques. Donc ça, c'est vraiment un intérêt par rapport à d'autres types d'actions. Ah oui, On les peut deux sont retrouver, indissociables chez Silver ouais, Geek. c'est ça. Et puis même pour les seniors, de toute façon, au bout d'un moment, on a fait des ateliers. L'idée, c'est de repartir après pour la Ouais, compète c'est ça. d'année en année. Toi, je sais pas, Antoine, t'as peut-être découvert Silver Geek par Marion. Par Marion, ouais. Par Marion, qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as découvert Est-ce que t'es allé voir un peu à quoi ça ressemblait? T'es pas encore venu voir une compétition J'ai suivi. en vrai, Alors, mais- j'ai suivi alors il y avait un gros événement sur Paris. Japan où il y a- Expo. Il y a voilà, Japan je crois que Expo c'était la ou Paris Japan- Games Week, ça C'est dépend. ça, je crois que c'était la Paris Games Week où j'avais vu effectivement une compétition sur Wii où ils faisaient du bowling. Et je trouvais ça extraordinaire. Après, je suis pas neutre, hein, mais je trouvais ça extraordinaire de pouvoir faire découvrir à tout public finalement que même les seniors pouvaient jouer. Et je trouvais ça génial. Le fait de leur montrer qu'ils étaient capables, qu'ils pouvaient être compétitifs, qu'ils étaient capables de mouvement, capables de s'intéresser, capables de rigoler. Et moi, c'est cette union que je trouve génialissime en fait avec le jeu vidéo et que j'ai adoré avec Silver Geek. C'est vraiment ce côté
on a une place particulière. Le jeu vidéo n'appartient pas qu'aux enfants, il appartient aussi à toutes les catégories d'âge, à toutes les catégories sociales. Et c'est cette unité que j'ai trouvée génialissime. Et quand Marion m'a parlé de pouvoir venir aujourd'hui pour Silver Geek, c'était avec grand plaisir. Il y avait Marion, donc forcément, mais en plus Silver Geek, encore plus. Tout à l'heure, on parlait un peu des clichés. Est-ce que les clichés, par exemple, qu'il y avait encore il y a 10-15 ans, ils persistent encore dans les représentations sur le jeu vidéo et violent, etc. Et comment vous abordez la chose avec les parents et du coup peut-être aussi avec les grands-parents, parce que c'est quelque chose chez Spheric auquel on est confronté, ah non, le jeu vidéo c'est pas pour moi, j'y comprends rien, etc. Et effectivement, les clichés de c'est violent, ça rend addict. Comment vous faites, par exemple, pour lutter contre et pour amener les jeux vidéo, parce que peut-être qu'il peut y avoir des réticences aussi au début sur la pratique. Alors, moi je sais qu'au tout début, donc il y a 20 ans à peu près, quand j'ai commencé à utiliser le jeu vidéo en thérapie, je prenais vraiment des précautions. Je disais aux parents, bon voilà, on va utiliser un jeu vidéo, ne vous inquiétez pas. Enfin, j'expliquais, c'est vraiment pour travailler, on va travailler ceci, je sais pas, l'impulsivité, on va travailler telle émotion, on va travailler sur le deuil, on va travailler, enfin voilà. Mais donc je me justifiais, alors que après, enfin voilà, en avançant, en réfléchissant, je me disais, mais quand j'utilise le Uno ou les Lego, je dis pas aux parents, attention, ça va être sérieux et on est vraiment en train de travailler, etc. Enfin, et de fait, à l'heure actuelle, alors je le cache pas qu'on utilise les jeux vidéo, en même temps. Quand on rentre, alors moi c'est pareil, j'ai une pièce un peu à l'arrière qui est séparée où il y a la console, mais si on rentre, si on tourne la tête, on voit quand même qu'il y a la télé. Enfin, on peut se douter, même si certains enfants vont dire ah c'est pour toi le soir, pour t'amuser, voilà. On peut se douter quand même qu'il y a cet écran qui est là dans le cabinet. Donc c'est pas caché, mais aux parents, je vais pas leur dire avant on va utiliser tel jeu. Par contre, quand on fait des points ou même à la fin des séances, des enfants, des ados, ils peuvent dire on a joué à tel jeu. Je vais pas dire non, c'est pas vrai, ils racontent n'importe quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est plus une justification. Et après, quand j'explique aux parents qu'est-ce qu'on fait comme travail, sur quoi on avance, je peux dire voilà, on utilise tel jeu, de telle façon, on fait ça. Et ça permet vraiment aux parents de comprendre aussi que le jeu vidéo, il y a des choses profondes qui se passent, comme quand comme quand on lit un livre ou comme quand on regarde un film, un dessin animé, une série. Il y a des émotions, il y a des histoires. Et donc on est vraiment sur quelque chose qu'on peut partager. Donc ça permet, avec les parents, en expliquant tout ça, vraiment de... Enfin, moi, j'ai jamais eu aucun parent qui m'a dit, même quand je les prévenais en amont en disant on va utiliser un jeu, souvent ils me disaient, voilà, on vous fait confiance, vous êtes la psychologue, donc si vous dites que vous utilisez ça, très bien. Enfin, voilà. Donc j'ai jamais eu de parents réticents et même plus récemment, ça m'est arrivé d'avoir des parents qui, parce que l'enfant a parlé de tel ou tel jeu, me demandent vous pouvez me redonner le titre du jeu ou où est-ce qu'on peut l'acheter, etc. En disant il a l'air d'être vraiment intéressé par ce jeu. Est-ce que c'est possible de l'avoir à la maison ou est-ce que ça serait problématique par rapport à l'usage que vous en avez? Et en fait, pour moi, c'est pas problématique dans le sens où la façon dont on joue tout seul ou avec ses parents ou avec des copains à la maison en tout cas, c'est pas la même chose que quand on joue dans un cadre thérapeutique. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité, même si j'utilise un jeu vidéo en thérapie avec un enfant et qu'il y rejoue après chez lui. En soi, c'est pas grave, c'est pas du tout la même chose. Voilà. C'est pareil pour le Uno, c'est pareil pour tout un tas de choses. Donc lutter, enfin oui, à certains moments, on doit lutter sur les préjugés. Moi, je dirais que c'est plus avec des professionnels, avec des collègues psychologues ou avec d'autres collègues. Les pédiatres. Ouais, des médecins, des enseignants, des éducateurs qui connaissent pas. C'est pas voilà, c'est des personnes qui vont pas forcément connaître et qui vont rester plutôt focalisées sur certains discours médiatiques qui sont aujourd'hui quand même beaucoup sur Très alarmiste. Ouais, très alarmistes et sur le fait que les jeux vidéo
ça peut C'est pas avoir grandi. des effets intéressants. Enfin, après, ce qu'on dit, c'est pas le jeu vidéo en lui-même qui fait que enfin, les personnes vont aller bien, etc. C'est ce qui se passe autour du jeu. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on joue à un jeu vidéo qu'on va aller mal ou qu'on va devenir violent ou fou. Voilà. Et ça marche pour les enfants, pour les ados, ça marche aussi pour les adultes, ça marche aussi pour les seniors. Enfin, voilà, vous pouvez à tout âge continuer à jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Ce que je trouve un peu compliqué, moi, c'est par moment, c'est enfin, compliqué, pas tant que ça finalement, c'est que les patients qui peuvent venir sont, en tout cas pour ma part, viennent avec leurs parents, et c'est des parents qui ont une inquiétude et qui mettent en avant l'idée de l'addiction aux jeux vidéo. Alors il y a toute une séance où on va présenter et où en fait on va présenter aux parents l'un des outils qui pourra potentiellement être présenté à leurs enfants. Et l'idée, c'est de pouvoir les rassurer. Mais c'est vrai qu'il y en a une grande partie qui viennent avec cette idée d'addiction. Alors, moi, on m'a déjà dit ah, mais vous allez traiter le mal par le mal. Alors, non, 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 non. En fait, on s'intéresse juste à l'enfant. On est juste en train de rentrer dans son monde, de discuter avec lui, de s'intéresser à ce qu'il va faire. Et en fait, le jeu vidéo est libérateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on partage un temps avec l'enfant, à partir du moment où on partage une activité qu'il apprécie, la discussion va se faire très naturellement. Et je pense que ceux qui vont en parler le mieux, ça va être les enfants qui vont montrer à leurs parents qu'ils vont bien et que c'est pas parce qu'ils ont une séance avec le jeu vidéo ou comme disait tout à l'heure Marion avec un Uno qui vont aller moins bien, au contraire, parce qu'on va s'intéresser à eux, on va travailler avec eux. Et encore une fois, c'est pas le jeu vidéo qui va les soigner. C'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit qu'on a un média entre nos mains, qu'on l'utilise parce que nous aussi on l'apprécie et que grâce Comme à ce liant, média-là, quoi. on va pouvoir parler, on va pouvoir traiter le sujet de fond. Et en fait, le jeu vidéo n'est qu'un prétexte pour se rencontrer à un endroit spécifique. Et ce monde virtuel qu'est le jeu vidéo va nous contenir à un moment donné. Et on ne se rend pas compte que ça peut contenir énormément d'émotions, ça peut contenir leur histoire. Et en tout cas, c'est un outil qui est fantastique. Les professionnels de la santé peuvent l'utiliser très facilement. Il est très accessible. Ça coûte peut-être plus d'argent qu'un Uno, ça c'est sûr. Mais c'est extrêmement intéressant. Et Anthony disait qu'on pouvait jouer avec, enfin qu'on pouvait amener à jouer des jeunes qui jouaient aussi déjà avant. Mais on peut aussi, et ça c'est intéressant par rapport à Silver Geek et aux seniors, c'est-à-dire que on peut tout à fait amener le jeu chez des personnes qui sont pas gamers. Voilà, moi ça m'arrive d'utiliser le jeu vidéo en thérapie avec des enfants ou des ados qui, ça existe, hein, ne jouent pas particulièrement aux jeux vidéo. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont pas du tout sur d'autres écrans, mais qui sont pas forcément sur le mode jeu vidéo. Et ça peut m'arriver d'utiliser le jeu. Donc là, on voit bien que c'est pas parce que c'est leur univers particulièrement, mais que c'est un médium qu'on va utiliser pour servir de liant, pour aborder des choses qui sont compliquées à aborder comme ça, directement par la parole, sans support. Donc on peut aussi amener à découvrir le jeu vidéo, n'importe quel public, et même chez les personnes âgées, on voit bien que avec Silver Geek, vous arrivez à toucher des personnes qui, pour certaines, alors oui, certaines sont déjà un peu acculturées au numérique, à l'informatique, utilisées par exemple, même chez des personnes les plus âgées, qu'on a pu rencontrer entre 90 et 100 ans. Il y en a qui avaient commencé à utiliser un petit peu des ordinateurs à certains moments, à la fin de leur vie professionnelle, etc. Donc qui était un peu sur le mode curieux, geek, on va dire, et puis d'autres pas du tout. Et vous en avez qui se sont complètement ensuite
intéressé à ce qui se passe derrière l'écran, à ces outils. Et ça, c'est plutôt chouette, de voir que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir obligatoirement au départ une appétence particulière ou des compétences particulières pour pouvoir arriver à Le jeu a m'intéresser bugué. sur le jeu. Ouais, parce qu'on n'arrive pas. Je pense que le jeu a bugué. Ah, le jeu a bugué. Je pense. On refait toujours la même chose. Ça y est, ça fait 3 fois là, je vous vois. Ça fait plus de 3 fois, oui. Ça fait plus de Ouais. 3 fois. Là, vous avancez pas. Bah, si, on En fait, on fait le bouger, tour depuis tout à l'heure. Normalement, on doit faire le tour 3 fois. Et là, ça fait au moins 5 ou 6 fois qu'on fait le tour. On va regarder. On va continuer. En parlant de jeu, ça arrive. Ça fait partie du jeu. ça fait partie des jeux, C'est ça. forcément. Forcément, je pense que c'est le sujet des jeux vidéo, c'est que vous y jouez quand même depuis longtemps, ou alors pas du tout, c'est quelque chose qui est plus venu à l'âge adulte, le jeu vidéo chez vous. C'est quelque chose, c'est une pratique qu'on a depuis, en tout cas pour ma part, depuis longtemps, ouais. Depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai eu la Game Boy pour ma part. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'accompagne encore aujourd'hui et sur lequel je peux jouer moi tout seul ou je peux jouer avec mes filles, ou en tout cas j'essaie de leur transmettre le goût du jeu. Donc il y a quelque chose de la transmission qui continue aussi pour nous personnellement. Et moi, c'est pareil. Moi, j'ai commencé à jouer, je devais avoir 7-8 ans sur un Atari. Donc voilà, ça remonte. Je suis pas toute jeune. Euh, et après, j'ai continué à jouer effectivement sur différents supports, ordi, console. Donc ça, de toute façon, pour moi, c'est compliqué, je pense, d'utiliser une médiation jeu vidéo ou de s'intéresser. Comme le travail que vous faites, par exemple, on voit que c'est compliqué si on n'a pas du tout un intérêt particulier pour le jeu. Je me souviens l'année dernière, quand on a fait, dans les entretiens pour l'étude, en interrogeant les services civiques, on voyait qu'il y avait bien deux profils différents, là. Certains qui rentraient dans Silvergeek et le service civique avec les seniors, là, et Silvergeek à travers le prisme jeu vidéo, c'est-à-dire ils connaissaient rien du tout ou pas grand-chose aux côtés personnes âgées, mais par contre, ils étaient au top niveau jeux vidéo. Et j'en ai rencontré d'autres qui, par contre, étaient plutôt sur le registre personnes âgées, qui avaient travaillé déjà dans des maisons de retraite, etc. Et qui se sont dit, bon, jeux vidéo, j'y connais rien, mais pourquoi pas. Et on voit que la posture n'était pas tout à fait la même, c'est-à-dire que... et c'était intéressant dans les deux situations, mais on voit que ceux qui connaissaient le jeu vidéo, ils allaient avoir un abord un peu plus de soutien, de transmission inversée du coup, puisque c'est les plus jeunes qui transmettent aux plus âgés. Et finalement, celles, en tout cas, moi c'était plutôt des filles que j'avais rencontrées qui étaient moins connaisseuses des jeux, se laissaient un peu plus porter. Je me souviens d'une jeune fille qui disait... c'est les seniors qui m'ont appris à jouer au bowling sur la Switch. Donc, c'était plutôt intéressant parce qu'elle disait ils m'ont aussi appris à jouer, je sais plus quoi, à la belote ou voilà. Mais donc c'était aussi les remettre à une place où ils sont même sur des objets qui sont très modernes, ils peuvent être aussi force de transmission, alors qu'on pourrait se dire non, c'est les jeunes qui vont obligatoirement transmettre ça. Donc voilà, on peut ne pas trop connaître les jeux vidéo et s'intéresser quand même à ces sujets-là, mais c'est vrai que pour vraiment avoir la capacité, comme nous on le fait en thérapie, de pouvoir saisir ce qui se passe à travers le jeu, à travers la relation qu'il y a avec le patient et nous, la relation qu'il y a avec l'avatar, toutes ces choses-là, il faut quand même, je pense, avoir une certaine sensibilité par rapport à ce qui se passe quand on joue et dans le jeu. Donc ouais, c'est des choses qu'il y a dans la pratique. Et pareil, comme Antoine, que moi je continue, soit certains jeux plus solo, soit en famille aussi. Voilà. Des jeux plutôt rétro ou des sorties récentes aussi, ça dépend.
Les deux. Les deux. Ouais, moi là, en ce moment, je suis plus sur des récents, mais Moi, dans ma pratique, c'est plus des rétros, mais dans ma pratique professionnelle, personnelle, c'est plus des jeux récents. Après, ce que je trouve intéressant, et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on ne demande pas aux parents ou aux grands-parents d'être des experts. C'est-à-dire que quand on parle du jeu vidéo, c'est bien de pouvoir jouer, de bien de pouvoir s'y intéresser. Et le parallèle qu'on fait souvent, c'est quand on se questionne les uns les autres, on va questionner par exemple un ado, comment s'est passée ta partie de foot, de tennis, de basket. Pourquoi pas poser la question aussi, bah tiens, comment s'est passée ta partie. Et si c'est des enfants maintenant qui posent la question aux grands-parents en allant les voir sur des compétitions, comment s'est passée ta compétition, bah c'est génial parce que ça recrée du lien. Et je pense que le maître mot dans le jeu vidéo, c'est vraiment ce lien. Et que ce soit les enfants, les ados, les adultes, les seniors, le jeu vidéo doit créer ce lien. Et c'est ça qui doit être fondamental dans le jeu vidéo. oui, puis on n'a pas besoin, enfin, même nous, enfin, en tout cas, je parle pour moi, effectivement, il y a des jeux que je vais connaître, etc. Mais il y a aussi, je sais, certains types de jeux où je suis pas très bonne. Malgré tout, ces jeux-là, si je me dis, bah, c'est quand même intéressant avec tel jeune à utiliser, je vais pas dire, bah, je suis pas bonne, donc je vais pas utiliser. Mais c'est vrai qu'à certains moments, ça m'est arrivé dans des jeux, bah, même des jeux en coopération, par exemple, où chacun a sa manette, du coup, sur un truc où il fallait faire des sauts et j'arrivais jamais à traverser, voilà, plein de petites plateformes là, enfin, et j'essaye, et ça, bon, bah voilà. Bah, en fait, c'est le jeune qui m'a pris ma manette et qui le fait. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet bah, de travailler aussi des choses sur l'accordage avec l'autre, sur les capacités d'empathie, sur la frustration. Est-ce que ce jeune-là, il va supporter qu'un autre n'y arrive pas alors que lui y est arrivé? Est-ce qu'il va vouloir aider? Est-ce qu'il va s'énerver? Enfin, donc au final, c'est pour ça je donne cet exemple-là parce que ça veut dire qu'en tant que parent ou grand-parent, en fait, on peut jouer et puis l'enfant, l'ado, ils vont aussi s'adapter, s'ajuster et c'est ça qui va être intéressant. Mais comme on va le retrouver par rapport à d'autres types de jeux, c'est-à-dire quand on va balancer toutes les cartes ou tout le plateau de, je sais pas, du Monopoly, ou où est-ce qu'on va supporter parce qu'on est en train de perdre à un moment donné. La course remarche. Je sais pas, en fait, vous étiez à quel. Au numéro 4. Il y a un accès à tous? On peut passer au 5? On peut passer au 5. Comme ça. Ah, du coup, ah non, parce que si on est sur. On passe sur l'Empire contre-attaque. Ouais. Alors qu'on était sur la menace fantôme. Bon, on peut passer Oui, à c'est un pas autre très grave. épisode. S'il En soi, bug, ça l'autre. pose pas, voilà. C'est le 1 là? Non, c'est le. 5 là. On est passé au 5. On a pris un petit raccourci magique. Et peut-être remettre le son dans les options. Ah oui, peut-être. Ouais. Voilà, très bien. On est obligé de commencer par là. Hein. Et du coup, ça vous oblige forcément à vous tenir à jour aussi de ce qui sort en termes de sorties un peu, notamment sur les grosses sorties, par exemple sur Fortnite, etc. C'est peut-être pas les jeux auxquels vous jouez Fortnite, mais forcément vous avez peut-être dû y jouer et regarder à quoi ça ressemblait, ou pas tant que ça. Après, enfin, moi je dirais, on se tient à jour parce qu'on travaille avec des enfants et des ados et qui nous en parlent. Ok. Ah oui, c'est plus eux qui viennent et qui... Donc il y a des choses, enfin les jeux type Fortnite, moi je sais que Fortnite je l'ai sur la Switch. J'ai dû l'utiliser une fois avec un patient, mais parce que justement, enfin, voilà, ça avait un sens particulier. Mais après, je vais pas forcément aller regarder toutes les saisons, mais souvent je sais, ah bah tiens, là en ce moment il y a ça, parce que ça fait partie des sujets, c'est-à-dire que quand un enfant ou un ado me dit, ah en ce moment Fortnite il y a ça, ou je joue ça, ou j'ai entendu parler, ou j'ai vu une vidéo, en ce moment il y a telle chose sur tel jeu. Ben, on accepte de les laisser parler de ça sans se dire ben non, on ne doit pas parler de ça, on doit parler de, je sais pas, l'école ou de tes colères, ou, parce que à partir de ce qu'ils amènent, on va pouvoir aller justement sur d'autres choses. La porte d'entrée du jeu vidéo Ouais. pour pouvoir discuter. Mm.
Oui. Et c'est intéressant parce que des fois, même sur des nouvelles consultations, quand les, les jeunes vont se présenter, que nous, on va leur apporter notre regard sur les jeux vidéo, il y a un espèce d'instant magique où on perçoit dans l'œil du jeune ou de la jeune que, hop, tiens, on parle le même langage. Donc il y a certains qui vont nous tester un petit peu, qui vont essayer de voir si on raconte un peu des cracks, si on a juste été se renseigner un petit peu sur Internet avant. Et en fait, quand ils vont voir ce retour, il y a un lien qui se crée instantanément. C'est intéressant parce que les parents se sentent toujours un peu mis de côté à ce moment-là et on essaye de les rattraper, de les réintégrer dans le système. Oui, il y a une Et en curiosité. fait, et on sait que déjà le suivi va pouvoir se mettre en place et finalement juste d'avoir discuté de jeux vidéo, d'avoir parlé le même langage qu'eux, de s'être intéressé à ce qu'ils faisaient, et ben finalement on pouvait s'intéresser à beaucoup plus, on pouvait s'intéresser à leur vie, on pouvait s'intéresser à des choses qui étaient quand même beaucoup plus personnelles. Mm. Et c'est vrai que rien que dans le fait, et ça pareil avec dans la recherche avec les seniors, on voit bien que à certains moments, si on demande à des jeunes qu'est-ce que tu fais comme activité, ils vont dire bah, jeux vidéo. Et enfin, moi à chaque fois je dis ok mais quel jeu? Parce que jeux vidéo, enfin, ça donne pas d'infos. Et c'est vrai qu'à chaque fois je repose la question, d'accord mais quel jeu? Et je dis aux parents, bah voyez c'est comme si vous me disiez il fait du sport. Bah il fait du sport mais quel sport? Ça c'est pas la même chose. Si on a une activité en collectif, si c'est pas la même chose si je fais je sais pas du basket, du rugby ou de la danse quoi. Et donc par rapport aux jeux vidéo, c'est la même chose et souvent c'est vrai que les jeunes ils sont surpris qu'on aille creuser un peu comme ça. Enfin, souvent ils disent oui vous devez pas connaître. Je dis mais c'est pas grave, dis-moi. Enfin, puis il y en a certains ah mais vous connaissez, bah oui. Enfin, donc il y a ça qui se passe. Mais c'est vrai que quand j'avais fait les entretiens avec les seniors, c'était un petit peu la même chose à certains moments. On fait du jeu vidéo, d'accord, mais quel jeu vous avez fait? Et donc il y a toujours un peu cette idée que le jeu vidéo, c'est comme s'il y avait un seul jeu, enfin c'est comme si c'était une activité unique, enfin et qu'il n'y avait pas de différence, alors que voilà, c'est comme si je dis je lis, bah oui, mais est-ce que je lis un journal d'information? Est-ce que je lis des romans? Est-ce que je lis je sais pas, des polars, des mangas, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est vraiment intéressant d'aller. Et ça aussi pour les parents, les grands-parents, de s'intéresser aussi à ce que font les ados et de leur demander, les ados ou les enfants, enfin, et demander vraiment d'aller un peu plus loin, d'expliquer, de montrer s'ils sont d'accord certaines choses. Mais pour ça, il ne faut pas avoir un regard, enfin, un regard ou un discours en disant vas-y, montre-moi ton truc nul, quoi. Enfin, Ah, forcément. vu comme ça, oui. ce qu'on entend parfois. Oui, oui, après, après, il y a aussi l'inconnu, forcément. C'est à ça que sert Silver Geek aussi, c'est faire découvrir un peu le jeu vidéo aux seniors pour après, pourquoi pas l'amener dans leur famille par des jeux plus classiques pour après l'intérêt. Nous, on sait qu'on a des liens où, en fait, les familles et les petits-enfants ont découvert que leurs grands-parents jouaient. Et bah oui, ça crée de la discussion derrière. Et oui. Alors, comme tu sais, dans les entretiens que tu as eu par exemple, pour l'instant c'est pas trop le cas, mais on a quelques témoignages et je pense que c'est forcément amené à la discussion vu qu'il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses, donc ça va pas mal se développer. Et d'ailleurs, vous parlez pas mal de parentalité numérique. Est-ce qu'il y a une grande parentalité numérique qui existe ou est-ce qu'elle est plutôt liée à la parentalité? Est-ce qu'elle est différente ou pas? Bah, il y a des différences parce que forcément le lien entre grands-parents, petits-enfants, c'est pas la même chose que parents-enfants, mais surtout, enfin, quels que soient les enjeux d'éducation en fait. C'est-à-dire que souvent les enfants quand ils sont chez les grands-parents, c'est sur des périodes, enfin la plupart du temps, c'est des périodes de vacances, c'est des périodes de week-end, en tout cas des périodes de temps libre, le mercredi après-midi, enfin, des moments où il y a aussi moins de contraintes, on va dire, que quand ils sont avec les parents. Donc il peut y avoir un peu plus de souplesse sur certaines choses, on peut faire un peu plus d'activités. Donc il y a un rapport un petit peu particulier. Et de fait, par rapport aux jeux vidéo, forcément il y a des choses qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on voit bien,
on entend des enfants qui disent ah ben là je vais aller chez papy et mamie et je vais avoir droit à telle chose alors qu'à la maison j'ai pas droit par exemple. Ou l'inverse, hein, parfois ça peut être plus strict, mais le rapport grands-parents-enfants, il peut y avoir des choses qui sont faites, parfois c'est amusant, un peu en cachette entre les grands-parents et les petits-enfants, sans que les parents soient au courant, quoi. C'est un peu le jeu de la relation grands-parents-parents, grands-parents-enfants, quoi. C'est un peu le même principe que les grands-parents qui laissent plus de chocolat ou de bonbons à leurs petits-enfants, alors que les parents ont dit, ben non, non, Mm. on n'a pas le droit. Et ça, on l'observe de plus en plus, et on l'avait observé avec l'Open, c'est que c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui avec ces consoles qui sont de plus en plus portatives, c'est-à-dire que les enfants peuvent amener chez les grands-parents leur Switch et continuer à jouer. Après, ce qui est intéressant, c'est que des fois, c'est même les grands-parents qui ont acheté les consoles, c'est les grands-parents qui achètent aussi des jeux pour leurs petits-enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que des fois, on se rend compte même que les grands-parents sont plus investis dans le choix des jeux. C'est-à-dire qu'ils vont regarder toutes les désignations, que ce soit les PEGI, et là où des fois on a des parents qui sont gamers et qui vont se dire bon bah c'est bon, ils risquent pas grand-chose. Il y a des grands-parents qui vont être un peu plus stricts entre guillemets à se tenir. Bah non, tu vois, il y a écrit déconseillé au moins de 12 ans et toi tu n'as que 10 ans, donc tu n'as pas le droit d'y jouer. Donc c'est la grand-parent, le côté grand-parent numérique, il est extrêmement présent de toute façon. Mm. Alors, déjà dans le chat, ça dit que vous conduisez bien tout à l'heure, bon, même quand vous avez fait trop de tours, mais ça dit que ça vous conduisez bien. Et ça demande quel est votre jeu préféré ou alors votre franchise préférée et est-ce que vous en servez au travail ou alors au contraire, ça reste de votre côté. Alors, la question est un peu peut-être vaste et dure à choisir, mais... Ouais. Alors, moi, pour ma part, ma franchise préférée, ce serait Assassin's Creed. Et j'ai un lien particulier avec un jeune patient parce que je le suis depuis à peu près 5 ans et je lui ai fait découvrir tout l'Assassin's Creed sur toutes les consoles grâce à l'aide des parents et des grands-parents qui avaient les anciennes consoles et qui avaient les jeux. Mais en fait, aujourd'hui, on est amené à ne même plus jouer ensemble, on n'a même plus besoin d'avoir cet espace jeu, juste de pouvoir discuter des nouvelles sorties, de pouvoir sortir de ce contexte jeu vidéo pour parler d'énormément de choses. Et c'est vrai que j'ai un lien particulier avec Assassin's Creed parce que je pense qu'il y a une certaine liberté dans ce jeu-là et je me suis rendu compte que je jouais à Assassin's Creed Origins en même temps que Sarkisron pendant le confinement. Donc c'était le petit clin d'œil qui était sympa. Peut-être avant la réponse de Marron, on a joué du coup à Assassin's Creed avec des seniors en atelier, mais du coup sur le Discovery Tour, Oui. voilà, pour éviter tout ce qui était forcément images violentes, etc. Ouais. Et ça leur a plu. Alors beaucoup, certains étaient là, ils font, c'est un documentaire. Non, c'est Oui, pas oui. un documentaire. Ouais. Le jeu est bien fait, mais on peut se balader. Et beaucoup ont apprécié en fait l'aspect historique, voilà. Et, C'est utilisé en plus par des profs d'histoire Julien au Lanaire, collège. qui était là hier, il s'en sert aussi en cours. Donc, Romain Vincent. ouais, tout le travail Discovery Tour est super intéressant. Et puis nous, on a la volonté de sortir un peu du coup du tout exergue gaming et donc que les jeux de mouvement, de montrer d'autres jeux. Ça avait commencé par Assassin's Creed qui est un jeu qui leur avait plu, parce qu'ils trouvaient ça beau. Voilà, beau, différent, et puis c'est aussi cet univers de monde libre qu'ils connaissaient pas nécessairement. Donc ouais, non mais bon choix. Non, moi après, alors moi j'ai pas forcément une franchise préférée, etc. J'étais en train de réfléchir là pendant que Antoine parlait. Moi, les jeux que j'utilise en thérapie, c'est des jeux que j'aime bien. Donc je vais pas me dire ça c'est mes jeux perso et donc pas touche, il faut pas que ça soit associé à des passions. Et souvent ça peut m'arriver d'avoir utilisé un jeu avec en famille et de me dire
bah, ce jeu-là, je vais le réutiliser en thérapie, ou l'inverse, d'avoir utilisé un jeu en thérapie, de l'avoir trouvé chouette, et de le faire en parallèle. À l'heure actuelle, j'ai comme ça avec un patient le vaillant petit page, mais que je fais aussi avec ma petite nièce. Voilà, donc on peut avoir des jeux comme ça, mais on joue pas de la même façon quand on joue pour soi et quand on joue quand on est au travail. Hein. Ouais. C'est pas pareil ce qui se passe. On n'est pas engagé de la même façon. Donc voilà, après moi j'aime bien, c'est vrai que aller chercher, creuser du côté des jeux indépendants. Là, la série, on en parlait tout à l'heure, Gris, Neva, enfin qui est pas la suite, mais l'opus des mêmes On l'a testé, créateurs. on a fait du coup de Gris aussi. Ouais, On a commencé ouais. à l'utiliser. Après, moi j'ai fait il y a pas longtemps The Last of Us, les deux. La Horizon, enfin donc des jeux, enfin voilà, qui sont assez beaux, assez émouvants, enfin je trouve aussi au niveau des histoires. Donc moi je vais être vraiment plus sur un côté voilà esthétique, narratif. C'est ça qui va vraiment m'intéresser dans les jeux. Bon, je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il y a peut-être un écho. Je sais pas. Bon après c'est juste pour le stream, mais ça normalement c'est un petit écho. De Viseuf, c'était il y a 8 mois presque déjà la clôture. Est-ce qu'il y a d'autres articles qui sont sortis depuis? Est-ce que ça a avancé ou pas? Ouais, on a. Bah, il y a eu. Alors, les revues, je saurais pas dire exactement les titres parce que on a publié dans des revues anglophones là, sur justement la question de la motivation chez les seniors, pour montrer que ce qui était recherché beaucoup, c'était arriver à augmenter ses capacités de maîtrise de certaines choses. Donc, ne pas répéter des erreurs, par exemple. Ça, on le voyait bien sur le bowling, ça pouvait être... je vois que quand je fais tout le temps tel geste, ça se termine toujours mal. Donc là, il faut que j'essaye de ne pas refaire la même chose, pas retirer trop à droite ou trop à gauche. Donc voilà, ça, on retrouvait cette stratégie-là de maîtrise. Quand même le but de performance, c'est-à-dire il faut que j'arrive à gagner, à être le meilleur. Même si l'ambiance reste bonne enfant, il y a quand même quelque chose où on sent au niveau de l'estime de soi que c'est important. Et puis aussi par rapport aux autres, au regard des autres, avoir une place, en tout cas pas être en échec devant les autres. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup au moment des compétitions. Donc ça c'est des choses qu'on a pu travailler dans les articles et on a toujours plein de choses sous le coude pour faire de nouveaux... Voilà, continuer à approfondir certains sujets. On va devoir stopper vu l'heure. On a commencé un peu en retard, donc on n'a pas eu le temps de parler de tout ce qu'on voulait. Peut-être pour finir, pour vous suivre forcément, il y a peut-être des travaux scientifiques qui vont sortir prochainement de chaque côté. Sinon, il y a ta chaîne YouTube Antoine Ouais. qui est toujours un peu active. Oui. Le podcast aussi, est-ce qu'il continue ou, À l'heure actuelle, il est suspendu, donc, Ok. Mais on peut retrouver sur les différentes plateformes de musique là, et puis sur le site de l'Open, Observatoire Parentalité Éducation Numérique, il y a les podcasts. Voilà, puis après sur nos réseaux respectifs. Que ce soit LinkedIn Ouais. ou anciennement Twitter, actuellement X. Moi plutôt LinkedIn. Ouais. Oui. Je crois qu'on a un peu abandonné. Ouais, c'est ça. Ça va. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux personnes qui étaient là sur le stream, merci aux personnes qui regarderont en replay. Voilà cette discussion sur fond de jeu, sur un jeu que je connaissais pas, mais ça va que vous le maîtrisez un peu quand même. Ça a un peu avancé, même si Antoine de temps en temps il disait à Marion, dépêche-toi, mais franchement Que je c'était... parlais trop. Non, mais non, jamais.
Bah merci, peut-être Merci. peut-être à une prochaine sur la chaîne pour un autre jeu, un autre format, continuer la discussion, voir peut-être où sera avancé les représentations Ouais. du jeu vidéo et aussi le lien en psychologie. Et puis peut-être qu'Antoine un jour sera peut-être amené à travailler aussi sur les sujets seniors et Avec grand ce plaisir. sera un plaisir de travailler avec Silver Geek. Avec plaisir. On se retrouve nous mercredi prochain pour la dernière de GG, l'émission Interg, la dernière de l'été avec Chocobo et Belgie. Et sinon, bah, tout est disponible en replay et à venir. Voilà. Bonne fin de journée et puis à la prochaine. Merci, Au revoir. au revoir.